Et pour commencer cette émission, on va parler monnaie numérique avec Marc-Olivier Strauss-Kahn. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général honoraire de la Banque de France. Alors, honoraire, oui, vous l'avez bien dit, ça veut dire que mes propos ne vont pas engager la Banque de France, ils n'engagent que moi. Disons plutôt, je suis enseignant en économie dans diverses écoles de commerce, l'ESCP, SEC, Sciences Po, etc. D'accord. Et donc, vous avez participé cette semaine au Forum économique de la Sorbonne. C'est un événement dont Bismart était justement partenaire cette semaine. Et vous avez été convié à participer à une table ronde autour des monnaies numériques. D'abord, pourquoi est-ce que vous avez souhaité participer à cette première édition des Forums économiques de la Sorbonne ? Alors, je pense que le mot-clé, c'est la pédagogie. C'est une passion pour moi. Et je pense que cette initiative qui a été prise par des étudiants, Partageons l'écho, Sorbonne School of Economics, et par une nouvelle génération de jeunes économistes qui s'appelle BSI Economics, doit absolument être soutenue. Donc j'ai aidé un tout petit peu à la conception, j'ai organisé ce panel, je l'ai modéré, et comme je suis très bavard, j'ai parlé dedans. D'accord. Alors vous étiez à la fois juge et partie, si je comprends bien. Pas vraiment, il faut essayer de ne pas être juge et partie, mais je vais en profiter quand même pour ajouter un mot, si je peux faire une petite publicité. Allez-y. Pour la Cité de l'économie, Citéco, le premier musée d'éducation économique en Europe, qui a rouvert ses portes, qui est même gratuit jusqu'au 8 juin. Et tout le monde aime, de Charlie Hebdo au Wall Street Journal. C'est dans un palais néo-renaissance qui a été rénové par la Banque de France. Le bâtiment est sublime. Voilà, le bâtiment est vraiment très beau. Et à l'intérieur encore plus. Et c'est plein de jeux pédagogiques, de vidéos ludiques et de numérisation qui va être notre sujet. Oui, alors je vais faire, du coup, je vais compléter la parenthèse, moi ça n'était pas prévu, mais c'est important pour vous, vous pensez qu'aujourd'hui en France on ne fait pas assez de pédagogie autour de l'économie, enfin moi c'est mon cœur de métier d'essayer de faire en sorte que les gens s'intéressent à l'économie, il n'y a pas assez d'efforts selon vous, la matière économique, on voit bien qu'on a du mal à faire en sorte que les Français s'intéressent à l'économie. La matière économique ça fait peur, donc il faut l'expliquer de façon simple à tout le monde, par tous les moyens, depuis la Cité de l'économie jusqu'à Bismart, qui fait des choses plus élaborées. Alors, pour revenir au sujet qui nous intéresse, vous avez choisi de traiter des monnaies numériques dans le cadre de ces forums économiques de la Sorbonne. Pourquoi les monnaies numériques ? Alors, la monnaie, d'abord, c'est un bien public, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie quotidienne, donc c'est très important. Et c'est bousculé par le choc de la numérisation. Donc, c'est un très bel exemple que mes élèves, mes étudiants, me demandent souvent de commenter. C'est une belle illustration. Là, on avait mis le mot de Bitcoin dans le titre, puisque c'était monnaie numérique, le souverain face au Bitcoin. Et le but n'était pas, et n'est pas, d'avoir un débat pour ou contre le Bitcoin, ça devient très passionné. C'est plutôt de voir quel type de défis sont posés aux souverains. Et quand je dis le souverain, c'est les États. Et donc, il y avait Caroline Malcolm de l'OCDE, qui est une spécialiste de la fiscalité et de la blockchain. Il y avait Benoît Cœuré, de la Banque des règlements internationaux, c'est-à-dire un peu une institution qu'en général on ne connaît pas bien, c'est un peu la banque centrale des banques centrales. Et puis il y avait Isabelle Vaillant, de l'autorité bancaire européenne pour l'aspect régulation. D'accord, ok. C'est un panel très complet. Alors d'ailleurs, j'en profite si ça vous intéresse pour aller plus loin. Vous pouvez évidemment retrouver cette conférence en replay sur le site de bismart.fr. Pour revenir au cœur du sujet qui est donc la monnaie économique, la monnaie numérique, pardon, telle qu'on la connaît, vous l'avez dit finalement, celle la plus emblématique de toutes, c'est le Bitcoin. Mais il y a beaucoup de volatilité, on a suivi tous les mouvements là au cours des derniers mois, ça monte, ça baisse dans des proportions effectivement très grandes. Est-ce qu'on peut considérer que c'est véritablement une monnaie, le Bitcoin, ou c'est un actif au même titre que par exemple peuvent être les actions ? Alors, un petit rappel, la monnaie, c'est un actif qui remplit 3 fonctions. C'est une unité de mesure, ça permet de savoir pour mesurer un prix, une valeur de quelque chose. C'est un moyen de paiement, on focalise surtout là-dessus. Et puis c'est une réserve de valeur, c'est-à-dire dès lors qu'il n'y a pas trop d'inflation. Et c'est basé sur la confiance. La confiance dans celui qui l'émet, l'État, le souverain, la banque centrale, lorsqu'il lui a délégué ça. Le cryptoactif, c'est très différent. Il y a toujours eu des innovations dans la monnaie. Ça démarre par les coquillages, l'or, les billets. Les billets sont pleins de nouvelles technologies. Oui, en matière de sécurisation, par exemple. Voilà. Et il y a eu énormément de changements. Parfois, on parle de l'odyssée des espèces. Mais dans le cas présent, un cryptoactif,
Et je ne dis pas une crypto-monnaie, parce que pour moi, ce ne sont pas des monnaies, ils ne remplissent pas ces fonctions. Et ils ne remplissent pas ces fonctions pour différentes raisons, mais si je devais résumer, parce que, prenons l'exemple du Bitcoin de nouveau, c'est le plus connu, il a été annoncé dès le début qu'il n'y en aurait que 21 millions d'unités. Donc c'est sa rareté même qui fait sa valeur. Mais il n'y a pas de valeur derrière. Dans le cadre d'une action, il y a une valeur, celle de l'entreprise. Dans le cadre d'une monnaie, il y a la valeur des fondamentaux de l'économie. Dans le cas d'un cryptoactif, c'est juste l'offre et la demande qui peut s'envoler avec un tweet d'Elon Musk et puis retomber dans des proportions gigantesques par rapport aux vraies monnaies dès lors qu'il y a un tweet dans l'autre sens. Et parce qu'elles sont limitées en nombre et parce que leur production coûte beaucoup, en tout cas avec la technologie actuelle, la blockchain, qui a beaucoup d'avantages par ailleurs, mais dont le principe consiste à ne pas reposer sur une institution dans laquelle on a confiance, la Banque centrale, mais sur la vérification de toutes les opérations passées. Donc il faut tout revérifier à chaque transaction, ce qui fait des coûts de production très importants, et c'est contraire au principe même d'une monnaie dont la caractéristique est l'extensibilité. Le fait qu'on puisse l'utiliser, en avoir de plus en plus, sans que ça coûte de plus en plus cher. Vous avez dit parmi les fonctions principales de la monnaie, il y a celle de régler des achats. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, on voit difficilement comment on pourrait régler des achats en bitcoin. Ça commence à se faire de ci, de là, mais même Tesla, finalement, a reculé il n'y a pas si longtemps que ça. Comment est-ce que vous voyez l'intérêt pour le consommateur du bitcoin, si ce n'est la spéculation ? Je ne veux pas décevoir ceux qui en détiennent, je n'en vois pas beaucoup. Alors, parfois, quand on en parle, on me dit, mais c'est pareil pour l'or. On détient de l'or et puis on ne règle pas en or. C'est vrai. Si ce n'est que l'or a quand même des utilités économiques dans la joaillerie, dans la dentisterie, dans les métaux et tout son aspect conducteur, etc. Dans le cadre des cryptoactifs, moi, je ne vois pas vraiment. Ce qui ne veut pas dire que l'innovation qui est derrière la blockchain dont j'ai parlé, elle n'a pas d'utilité. Et elle est utilisée actuellement, par exemple, par les banques centrales pour enregistrer des opérations sur les obligations. Mais au niveau du public et dans la situation actuelle, je ne vois pas à quoi elle pourrait servir. C'est classique, ce système-là. Le secteur privé initie, le secteur public s'approprie. Donc, il y a eu les cryptoactifs associés à la blockchain. C'est une technologie qui peut être utile. Le secteur public va proposer, bientôt on va en parler, les mêmes choses. Pourquoi le faire avec un cryptoactif qui, par ailleurs, peut financer des activités illicites ou douteuses? On sait que c'est très concentré sur très peu de mains, même s'il y a beaucoup de détenteurs. Ils en ont très peu. Ceux qui en ont beaucoup sont beaucoup moins connus et ils peuvent, par là, faire des activités douteuses. Alors, vous parliez du secteur privé. Il y a Facebook aussi qui a un projet qui a été revu, évidemment, plusieurs fois. Mais alors là, ce n'est pas tout à fait pareil, parce qu'on parlait de la volatilité du Bitcoin. Facebook a un projet de stablecoin. Ça veut dire que le cours serait adossé au dollar et qu'un diem, puisque c'est le nom, a priori, de la monnaie de Facebook, serait adossé au dollar. Donc, un diem égale $1. C'est un fonctionnement, là, pour le coup, qui est très différent et qui se rapprocherait davantage de ce que peut-être pourraient mettre en place des banques centrales. Alors, le fait même qu'ils aient décidé... Et il n'y a pas que Diem, qui n'existe toujours pas d'ailleurs. Non, on en parle depuis longtemps, mais... Petit peu, ils n'arrivent toujours pas à le sortir. Mais il y a, depuis l'année dernière, l'émergence d'un assez grand nombre de stablecoins. Et le nom même, stable, montre bien qu'ils se distinguent des cryptoactifs qui, eux, peuvent être très volatiles. Pourquoi ? Parce qu'ils sont convertibles au pair dans une monnaie. Donc déjà, ça réduit un tout petit peu certains des risques dont j'ai oublié de le dire. Pour les cryptoactifs, ils doivent être surveillés, ils doivent être régulés, parce qu'il y a une demande. Donc à partir de ce moment-là, il y a un marché. Ce qu'il ne faut pas, c'est que des épargnants soient trompés, et donc il faut le réguler. C'est ce qui se passe au niveau européen. Pour le stablecoin, comme Diem, sa difficulté, c'est que à partir du moment où il est adossé sur une seule monnaie, quelle différence avec cette monnaie-là ? Au début, Facebook voulait faire une monnaie mondiale, adossée sur plusieurs monnaies. Il y aurait eu du dollar, de l'euro, etc. C'était le projet Libra qui a été revu. Et puis, c'était extrêmement compliqué. Et il y avait quand même des risques
qui étaient associés. Risque peut-être pour la protection des données. Facebook, c'est quand même énorme. Et on a vu qu'il y avait eu des fuites dans leurs données. C'est aussi un risque d'oligopole au niveau mondial. Si Facebook, d'ailleurs, voulait faire ça, c'était pour contrer certains oligopoles chinois. On en parlera peut-être tout à l'heure, qui eux-mêmes développaient leur approche. Donc, à partir de ce moment-là, pour les États, pour les banques centrales, c'est quelque chose qui doit être aussi régulé. Et ils ont énormément de mal à trouver un régulateur. Et ils sont en train de se replier sur les États-Unis. Le projet Diem, puisqu'il est passé de Libra à Diem, va maintenant, et ça a été déclaré il y a quelques jours, n'être qu'une sorte d'intermédiaire avant la création par la Federal Reserve, la Banque centrale américaine, d'un vrai dollar numérique. Donc on voit que c'est une fonction un peu intermédiaire. Ah ouais. En plus, elle peut poser des problèmes pour d'autres pays. Pas nécessairement dans le pays, parce qu'il n'y a plus d'interférence avec la politique monétaire, puisque c'est en dollars pour la Fed. En revanche, on sait que des pays sont dollarisés, c'est-à-dire qu'ils utilisent cette monnaie. On peut imaginer, avec la puissance de Facebook, que le dollar étant utilisé dans d'autres pays, ça accentue la dollarisation de ces pays en développement et que ça crée un problème pour la conduite de la politique monétaire de ces pays. Vous parliez du projet Libra qui a été effectivement revu à la baisse, mais si Facebook a reculé, si on peut le dire comme ça, c'est surtout parce qu'il y a une fronde des États à un moment. Donc est-ce que la monnaie doit rester l'apanage des États ? Alors c'est marrant que vous disiez une fronde, parce que les États, on ne les voit pas généralement faire des frondes, mais c'est vrai qu'il y a eu une résistance, une inquiétude. Ils sont censés protéger le consommateur. Ça n'est pas pour protéger leurs revenus. On ne va pas partir là-dedans, mais c'est vrai qu'une partie des revenus des États ou des banques centrales peuvent venir de ce qu'on appelle le seigneuriage. Mais actuellement, avec les taux d'intérêt quasiment à zéro, ça ne fait pas de différence. C'est clairement pas leur motivation. Ouais. C'est être sûr que la monnaie dans laquelle on doit avoir confiance ne va pas être ébranlée par une action comme celle qu'ils voulaient faire. En fait, dans la monnaie actuellement, il y a une partie qui relève du souverain, en l'occurrence la Banque centrale avec les billets et l'État avec les pièces. Je vais focaliser sur les billets. C'est ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, la monnaie dans laquelle on a confiance. Et puis une autre partie, mais en réalité 90% en zone euro, du stock de monnaie est créé par les banques. Mais ces banques, pour pouvoir le faire, elles sont régulées et supervisées. Et ça, c'est ce que des unités, comme des entités comme Facebook, etc., ont du mal à accepter. Et leur vrai but est de valoriser leur banque de données. Oui, je comprends. On parlait des États, justement, il y a la Chine qui a mis en place un e-yuan, en tout cas qui le teste, c'est une sorte de double numérique du yuan papier pour payer via son téléphone portable, depuis l'application de la Banque centrale chinoise. Est-ce que, selon vous, la Chine est en fait le pays le plus avancé aujourd'hui en matière de monnaie numérique ? Alors, en fait, là, maintenant, on vient de basculer dans une troisième phase. Il y avait les crypto-actifs, il y avait les stablecoins, et puis maintenant, on a, c'est un peu un nom compliqué, la monnaie numérique de banque centrale, c'est-à-dire normalement émise par une banque centrale. Et pour que vous compreniez bien, elle se rapproche d'une sorte de monnaie fiduciaire numérisée. C'est un billet numérique, en quelque sorte. D'accord ? Et donc, elle va être aussi sûre que le billet, qui est une créance sur l'État. Et où vous êtes sûr de pouvoir l'utiliser, d'abord parce qu'il ne peut pas être refusé dans un magasin, normalement, dès qu'il a le cours légal. Et surtout, vous pouvez payer vos impôts avec. Et l'impôt est très important dans ce contact. Évidemment. D'accord ? Deuxièmement, elle est universelle. Tout le monde peut y accéder. Et troisièmement, elle est très efficiente, cette monnaie numérique. Elle permet de réduire des coûts et d'aller beaucoup plus vite, de faire des transactions plus rapidement et surtout à distance. Alors que le billet, lui, oblige un contact direct. Donc, vous avez cité la Chine. En fait, on ne sait pas. Les Bahamas sont les premiers à avoir introduit, parce qu'ils ont 600 îles, et c'était très compliqué pour eux de distribuer des billets, et ils sont déjà en train d'utiliser, mais à une toute petite échelle, et avec moins de complications, ce schéma. La Chine est connue parce qu'elle teste dans plusieurs villes, avec plusieurs démarches, d'ailleurs pas fondées sur la blockchain, cet élément-là. Et pourquoi est-ce qu'elle
la People's Bank of China, qui est le nom de la banque centrale chinoise, fait ça fondamentalement parce que c'est une façon de récupérer une information qui pourrait être utilisée à des fins diverses par les grands oligopoles chinois, Tencent, Alibaba, etc. Et on sait que Jack Ma a eu quelques problèmes récemment parce qu'il avait un peu oublié qu'il était en Chine. Mais en fait, ça pose quand même des questions de données personnelles parce que Oui. si un yuan numérique est donc par définition traçable, ça veut dire qu'on peut savoir entre quelles mains il est passé, pour quels achats. Est-ce que le consommateur va avoir envie de ça? Alors, vous soulevez un vrai problème qui est presque un des principaux. Le respect de la vie privée versus ce qu'on appelle la conformité. C'est-à-dire le fait de pouvoir respecter des règles, des lois qui empêchent l'évasion fiscale, le financement d'activités illicites, le blanchiment, voire le financement du terrorisme. Alors, est-ce que le consommateur va l'accepter? C'est au consommateur de répondre. Moi, je ne saurais le dire. Il l'accepte déjà bien souvent. Et il l'accepte par des entités qui ne sont pas nécessairement contrôlées démocratiquement comme une banque centrale. Vous faites des achats avec votre téléphone, sauf si vous faites bien attention, on sait ce que vous avez acheté. Qu'est-ce que le consommateur préfère? Que ça soit un géant numérique qui ait toutes les informations, que ça soit son banquier ou que ça soit la banque centrale? On verra. Il y aura peut-être de la compétition. Alors, la BCE, justement, réfléchit à cette histoire d'euro numérique aussi, pour pas peut-être se laisser distancer par la Chine. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce projet aujourd'hui? On en est à quel stade? Alors, je vais répondre tout de suite à votre question, mais ça me fait penser au fait que on pourrait dire, oui, mais à quoi ça sert que les banques centrales aient cette capacité de créer de la monnaie et qu'elles en gardent une partie, comme pour les billets? Et en fait, le fait que vous ayez parlé de la Chine et de la BCE me fait penser à ce qui s'est passé l'année dernière. Et dans le panel d'avant-hier, Benoît Cœuré l'a très bien dit. C'est la BCE, pour la zone euro, qui a créé, décidé, sans créer de problème de confiance dans les marchés, 750 milliards d'euros. Quel acteur privé pour lutter contre la pandémie et les effets négatifs de la pandémie sur le système financier potentiellement? Quel acteur privé pourrait faire ça sans qu'immédiatement ça amène à se poser des questions? Donc la BCE aussi, oui, elle y réfléchit, elle l'a dit dès l'année dernière. En 2020, elle a sorti un rapport en octobre, et puis très rapidement, elle a démarré une grande enquête, dans laquelle d'ailleurs la question alors il l'appelle la privacy, c'est-à-dire le respect de la vie privée, est apparue comme un des grands éléments. Et c'est vrai que dans le cas du billet, on pourrait dire, mais le billet, il est totalement anonyme. Donc, il peut financer du blanchiment ou des activités illicites. Mais c'est pour ça qu'il est limité en montant. Que ce soit lors d'une transaction, on ne peut pas vous le refuser, mais vous ne pouvez pas payer au-delà d'un certain montant, sauf pour payer vos impôts. Sauf pour payer les impôts? Ah oui, vous pouvez. On peut payer les impôts en liquide, je ne savais pas. On peut payer normalement les impôts en liquide. Normalement, ça ne peut pas être... Je me ferai taper sur les doigts si j'ai dit une bêtise. D'accord. Mais je pense que c'est normal, puisque ça a cours légal, et c'est la monnaie que la Banque centrale émet, mais dont l'actionnaire principal, unique d'ailleurs dans le cas des pays de la zone euro, sauf pour la Belgique, sont les États. Alors, tout ça, ça peut poser des problèmes. Et donc, c'est lancé, ou du moins, ça va être officialisé dans un mois, je m'y attends. Christine Lagarde a dit que ça serait vers l'été, qu'on annoncerait la confirmation du lancement du projet. Pas plus tard qu'hier ou avant-hier, un article de la BCE est venu montrer tous les avantages d'un euro numérique au niveau international. Donc le terrain est bien préparé et vous avez vu qu'aujourd'hui, Ursula von der Leyen a annoncé plus généralement un portefeuille virtuel, digital, dans lequel on aurait beaucoup d'informations. Tout ça fait partie d'un ensemble pour favoriser la numérisation de l'économie et que nous ne soyons pas en retard. Pour autant, il y a beaucoup de problèmes à résoudre et je peux les évoquer si vous voulez. Oui, volontiers. Et moi, j'ai d'abord une question qui me vient. C'est-à-dire qu'à la différence d'un cryptoactif, là, il faudra forcément que la monnaie numérique des banques centrales
puisse être illimité. Donc ça nécessite peut-être de ne pas reposer sur la même technologie que les cryptoactifs. Alors, c'est effectivement fondé ce que vous dites. Il y a d'une part la monnaie qui sera utilisée pour le marché de gros, c'est-à-dire entre les banques et la Banque centrale. Et là, il n'y a pas trop d'intervenants. Et le système, par exemple, est testé par la Banque de France, mais aussi par d'autres, sur la base de la blockchain. D'accord. Par ailleurs, en ce qui concerne le public, ce qui peut faire des millions, un demi-milliard dans le cadre d'une Europe agrandie, ça pourrait être utilisé en delà de la zone euro. La blockchain peut poser des problèmes. Donc, il y a plusieurs choix à faire. Mais le premier, le plus important, c'est quelle association entre le secteur privé et le secteur public. Et là, la BCE a été très claire. Elle a dit, la BCE, la Banque centrale, d'une manière générale, ce qu'on appelle l'eurosystème avec les 19 banques centrales nationales, ne fera pas tout le travail. Elle utilisera pour tous les services auxiliaires, pour ce qu'on appelle « connaissez votre client », KYC, Know Your Client, ou bien pour des tas d'interactions, les banques. Comme actuellement, d'ailleurs, vous allez récupérer un billet, non pas à la Banque de France, mais dans un distributeur heureusement, automatique ce serait compliqué sinon. Qui est dans une banque. Donc, il y aura une association secteur privé, secteur public. Après, il y a ce problème de savoir quel type de technologie va être choisie. Et là, les banques centrales sont dans une situation relativement confortable, même s'il ne faut pas trop attendre, pour voir ce que le secteur privé propose et choisir, selon les caractéristiques de chaque zone, la meilleure solution. Après, il y a ce qu'on a un peu évoqué, c'est-à-dire plutôt fondé sur un compte, comme la carte de contact, la carte sans contact, pardon, qu'on utilise et qui a beaucoup décollé pendant la pandémie, ou bien quelque chose qui serait purement une carte qu'on a préchargée auparavant et qu'on peut appeler un jeton ou un token. D'accord ? Donc, dans un cas, ça passe par un compte, dans l'autre cas, ça passe par une fiche en plastique. Le billet, d'une certaine façon, est un jeton, est un token. Et puis, il y a un problème plus général qui est celui, et j'arrêterai là, de l'interopérabilité. Je l'ai dit lentement parce que c'est compliqué à dire. Ça veut dire qu'il faut que tous les systèmes soient bien connectés à l'intérieur du pays, entre la monnaie scripturale, qui s'oppose à la monnaie fiduciaire, je l'ai dit tout à l'heure. Enfin, elle ne s'oppose pas, elle la complète, mais c'est le gros morceau, avec l'utilisation de vos dépôts et des transferts électroniques, mais aussi avec l'étranger. Et par exemple, en France, en Europe, on utilise énormément Visa et Mastercard, qui ne sont pas du tout européens. Donc il y a derrière aussi un petit enjeu de souveraineté. Alors, vous mentionniez des choix de banque centrale qui pourraient être différents en matière de technologie selon les zones. Ça veut dire qu'on n'aura pas d'action, si je puis dire, coordonnée des banques centrales pour que tout le monde choisisse le même système et que ce soit plus simple. Alors, c'est un point essentiel que vous soulevez. Pensez aux billets. Ouais. Les billets, ils sont différents dans chaque pays. C'est vrai. Mais ils ont des standards communs qui font que si vous dépensez un billet dans un autre pays, une machine électronique va pouvoir le reconnaître et le tester. Donc il faut à la fois des standards communs et permettre des spécificités de chaque zone. Les Anglais, Britanniques voudront peut-être toujours avoir la reine d'Angleterre. C'est ça. Quelque part, je ne sais pas où, pas nécessairement les Européens. Donc il faut faire les deux, et c'est notamment à la Banque des règlements internationaux, où se réunissent les banques centrales tous les 2 mois, que ces discussions ont lieu, pour veiller à ce qu'il y ait à la fois de l'autonomie, de la différenciation, mais qu'il y ait un minimum de standardisation. Mais finalement, pour le consommateur, je me dis que ça ne va pas forcément changer grand-chose. Parce que si vous me parlez de cartes de paiement sans contact, alors peut-être qu'effectivement, il n'y aura pas le logo Visa ou Mastercard dessus, ou même d'un jeton, mais qui ressemblerait de près ou de loin à une monnaie. Étant donné qu'aujourd'hui, de toute façon, je peux déjà payer avec mon téléphone, que la plupart de mes transactions, je peux les faire en ligne, finalement, ça ne va pas tant révolutionner que ça mon quotidien, si ? Alors, ça ne va pas tant révolutionner si c'est fondé soit sur un secteur privé bien régulé et supervisé, soit sur la Banque centrale. Si c'est fondé sur des acteurs de l'ombre ou qui ne sont pas régulés, parce que ce n'est pas leur fonction, comme les big tech ou des choses comme ça, ça peut créer des problèmes. Ce qu'il faut, c'est garder cette notion de confiance. Quand vous avez un billet,
vous en avez peut-être moins utilisé récemment, Oui. le nombre de billets a augmenté. La plupart des Français, comme dans la zone euro en général, sont allés pendant la pandémie retirer plus de billets, probablement pour les mettre sous leur matelas. C'est une image, c'est la thésaurisation. Pourquoi ? Parce que s'il y a un vrai problème, s'il y a une crise, quand l'incertitude augmente, c'est pour ça aussi que le prix de l'or monte à ce moment-là, vous voulez un instrument qui soit absolument sûr. Le billet étant émis par le souverain, par la Banque centrale, c'est la liquidité ultime. Même s'il y avait une crise, même s'il n'y a plus d'électricité, ce qui peut arriver, vous pouvez toujours utiliser vos billets. Alors vous êtes très moderne, vous êtes déjà passé à un système différent, mais pour l'inclusion financière, c'est important aussi. Tout le monde n'a pas un compte en banque. C'est vrai. Donc ce qu'il faut, c'est pouvoir utiliser quelque chose qui soit numérisé pour être plus efficace, un peu comme ce qu'offre le billet. Et puis vous avez la fracture ou éviter l'exclusion numérique. Oui, bien sûr. Il y a des personnes âgées, il y a des personnes venant d'autres pays. Certaines évaluations disent que ça peut atteindre jusqu'à 20% de la population dans certaines villes, qui ne sont pas, pour des problèmes de compréhension, de langue, d'apprentissage, capables d'utiliser quelque chose qui soit trop compliqué. Donc il faut trouver le compromis entre les deux. C'est pour ça que on va continuer, à mon avis, à utiliser des billets. Oui, c'était ma prochaine question. Ce ne sera pas la fin du cash? Parce qu'on entend beaucoup ça. On entend notamment dans les pays nordiques que le cash recule et que voilà, il y en aura de moins en moins. Un mot sur les pays nordiques. C'est la Suède, en fait, essentiellement, où effectivement c'est tombé. Alors, deux explications. La première, celle à laquelle j'ai pensé au début, je me suis dit, c'est vrai qu'aller prendre des billets dans un distributeur automatique avec des moufles, c'est quand même pas génial. C'est une explication. Mais l'explication que j'ai trouvée ensuite est que, il y a quelques années, une dizaine d'années, les Suédois, pour moderniser les choses, ont décidé que les magasins pouvaient refuser les paiements en espèces. C'est-à-dire le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un des rares pays où c'est possible. Ah ouais. Et ça a eu un impact à ce moment-là. Les autres banques centrales ne feront pas cela pour éviter justement un problème qui est allé trop vite et qui a inquiété la Banque centrale de Suède, qu'on appelle la Riksbank. En l'occurrence, je pense que la monnaie numérique va être un complément. Elle ne peut pas, si on veut parler aux gens en général, il y a moins de risques qu'elle soit volée. Il y a moins de risques qu'elle soit perdue, puisqu'il y a des traces. Alors qu'un billet, ça peut quand même être perdu ou volé. Mais elle ne va pas être un substitut, ou du moins pas avant un très grand nombre d'années. Et à la fois pour ces raisons que j'ai évoquées, qu'il faut veiller à ce que les populations qui utilisent les billets ne puissent pas être mises à l'écart dans ce phénomène. Donc, le billet n'a pas dit son dernier mot. Vous me dites, ça ne peut pas être volé, mais il reste quand même le cas des cyberattaques, non? Alors, les cyberattaques, vous avez raison, mais alors ça, c'est un problème plus général, qui est lié à la numérisation de l'économie, et personne n'en est à l'abri. Mais je pense qu'une banque centrale, bien protégée, est plus à l'abri que ne l'est une entité privée dont le business consiste à vendre un maximum et à faire des échanges de données, parce que vous savez que quand on fait des actions avec elle, et c'est normal qu'elle fasse du business là-dessus, si on l'accepte, eh ben, ça n'est pas le produit qu'elle vende, c'est vous, avec toutes vos données. Ça, c'est sûr. Bon, merci. En tout cas, moi, j'y vois un peu plus clair sur les crypto-monnaies. Marc-Olivier Strauss-Kahn, directeur général honoraire de la Banque de France, merci d'avoir été avec nous. Et puis, évidemment, si tout cela vous intéresse, si vous avez envie d'aller encore plus dans le détail ou de découvrir, pourquoi pas, les autres conférences qui ont été présentées cette semaine autour de la digitalisation de l'économie, par exemple, eh bien, rendez-vous sur le site de bismart.fr pour toutes ces conférences des forums économiques de la Sorbonne.